Bonsoir Maître Georges. Bonsoir Madame. Je rappelle que vous êtes président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Vous êtes avocat. Vous êtes notre invité de ce soir ou de cette journée par rapport à ceux qui vont nous suivre pendant la journée. Alors, pour nos téléspectateurs, Maître Georges, y a-t-il un rapport entre les droits de l'homme et les élections? Tout à fait. Il y a un lien étroit entre les élections et les droits fondamentaux des citoyens. D'abord, l'élection elle-même est l'une des traductions dans la pratique de l'exercice de l'un des droits qui est droit à se choisir le dirigeant de son choix, mais aussi à pouvoir sanctionner la gestion des dirigeants antérieurs. Donc, c'est un moment assez important pour toute société démocratique parce que, à la fois, les élections permettent aussi aux citoyens de participer à la gestion de leurs affaires, c'est-à-dire les affaires publiques. Comme tout le monde ne peut pas être ministre, être chef des rues, bourgmestre ou gouverneur, dans toute démocratie moderne, c'est par notamment la participation à une élection que les citoyens participent aussi à la gestion des affaires de leur pays. Donc, participer, ça veut dire élire des dirigeants, et c'est à l'occasion de l'élection que les citoyens peuvent dire que celui qui était là comme notre chef, notre dirigeant, n'a pas bien travaillé et nous élisons quelqu'un d'autre à titre de sanctions négatives ou le reconduire à cause des résultats qu'il a eu à réaliser. C'est une sanction positive. Donc sans l'élection, il n'y a pas de démocratie parce que c'est l'une des caractéristiques fondamentale d'une société démocratique. Parce que lorsqu'on parle seulement de droit aux élections, on voit la plupart des cas, ça saute aux yeux seulement par rapport à la participation de la population. Mais est-ce que les candidats eux-mêmes ont-ils également des droits? Oui, les candidats ont ou bien des droits qui les sont... gestionnaires, ceux-là qui déjà ont en eux la responsabilité de gérer la société, ont-ils également aussi les droits qui sont aussi protégés par la Déclaration universelle des droits de l'homme? Les candidats, comme les électeurs, ils ont des droits et des obligations. D'abord, comme je l'ai mentionné, ceux qui vont élire les citoyens, qui doivent saisir de la dite occasion pour s'exprimer, c'est-à-dire exprimer soit leur satisfaction par rapport à la gestion de leurs affaires par les dirigeants, ce que nous appelons la sanction négative ou positive, mais aussi sanctionner à la même occasion un programme, une manière de gérer la gestion de la société. Et troisièmement, ça leur permet les électeurs pour pouvoir aussi participer de manière directe à la gestion de leur société. Donc, si eux, ils ont des droits, mais ils ont aussi des obligations, et les électeurs, c'est notamment de participer de manière pacifique au vote, de ne pas recourir à des pratiques, par exemple, comme on l'a toujours vu, quelqu'un qui tente de voter dans 2, 3 bureaux différents pour penser donner de la chance à son candidat ou à ses candidats. Donc il faut accepter de ne voter qu'une seule fois et dans un seul bureau. C'est une obligation. Mais aussi les jours du vote, ne pas chercher à influencer les autres par rapport à son propre choix. Ne pas tenter à pouvoir injurier les autres candidats. Donc ce sont là quelques obligations des électeurs. Mais maintenant, ceux qui sont comme des candidats, des éligibles, ils ont aussi l'obligation de faire leur campagne en respectant les lois et les mœurs de notre société. Ils ne doivent pas recourir aux pratiques, par exemple, de corruption. Et ça, on doit veiller, les citoyens, les électeurs doivent veiller pour sanctionner négativement ceux qui recourent à l'achat de conscience. Pourquoi? Parce que l'élection ne doit porter que
sur le contenu du programme des candidats et pas être influencé par les tribus, l'appartenance tribale, ethnique ou politique, ou parce que le candidat a beaucoup de moyens et qu'il distribue de l'argent aux gens ou des t-shirts, des képis comme on a l'habitude de les voir, des fois même des nourritures. Donc, ce genre de pratiques ne doivent pas être des mises lors des campagnes électorales et les candidats doivent s'engager à ne pas recourir à l'achat de conscience. Ou à la fraude aussi, bourrer des urnes, tenter de corrompre les agents de la CENI, ceux qui travaillent dans un bureau de vote, de manière à ce qu'ils vous aident à ajouter des bulletins de vote portant votre nom. Ça, ce sont des pratiques que les candidats doivent éviter au maximum parce qu'elles sont aussi sanctionnées par les lois pénales. Alors, Maître Georges, comment voyez-vous le processus électoral en cours en RDC? Est-ce que les normes de droit de l'homme sont-ils respectées? Votre analyse en tant qu'activiste des droits de l'homme? Alors, le processus, comme je l'ai mentionné, le processus, c'est l'ensemble d'opérations qui sont accomplies par la CENI, c'est-à-dire l'organe organisateur des élections, afin de parvenir au jour J, comme dans le cas d'espèce le 23, parce qu'avant d'arriver au 23 décembre, il y a tout un tas de choses qui doivent être accomplies, comme nous l'avons constaté ici. L'étape de la publication du calendrier est l'une des opérations importantes, parce que le calendrier lie toutes les parties prenantes. C'est un contrat qui lie automatiquement l'organe CENI aux partis politiques, à la société civile et la population, pour dire, voilà, vous et nous prenons l'engagement d'aller dans des bureaux de vote le 23. Donc, aucune des parties ne peut mener des actions allant dans le sens de faire dérailler ce processus. Deuxièmement, lorsque le processus est lancé, il y a tout un tas de droits et libertés qui doivent être exercés. C'est notamment les cas de partis politiques qui doivent participer ou des indépendants qui doivent avoir la possibilité de parler avec des électeurs, de les sensibiliser notamment sur leur propre programme qu'ils veulent présenter. Et les gens doivent avoir l'occasion de le faire, c'est notamment par des meetings, des réunions pacifiques, que ce soit en plein air ou dans des endroits enfermés. C'est là, notamment, les aspects aussi importants, c'est-à-dire laisser l'espace d'expression être ouvert à tous, laisser tous les leaders aller organiser des rencontres avec des citoyens pour les conquérir, leur expliquer. Ce qui s'est fait déjà, Maître. Oui, là, je suis en train tout simplement. J'étais en train d'énumérer tout simplement d'abord des droits, mais aussi d'avoir accès dans les conditions justes aux médias publics. Parce que tous les candidats doivent bénéficier des mêmes chances. C'est l'article 12 de la Constitution qui dit que tous les Congolais ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Donc ce sont là des droits. Mais maintenant, lorsque dans un processus comme le nôtre, nous constatons que régulièrement, ceux qui appartiennent à l'opposition ou les membres de la société civile, principalement des mouvements citoyens, se font réprimer lorsqu'ils tentent d'exercer ces droits ou ces libertés, là, il y a un problème. Et nous essayons d'intervenir à tout moment pour sensibiliser les dirigeants, les gouvernements, à éviter, empêcher que les services de sécurité ne puissent pas ériger des entraves ou des limitations contre les activités des membres des partis politiques. Donc jusqu'ici, vous voulez dire que les règles de jeu sont respectées? Non, malheureusement, elles ne sont pas respectées parce qu'avant d'arriver aussi aux élections, il y a une des caractéristiques, c'est que le processus doit être ouvert, doit être inclusif. Ça veut tout simplement dire qu'il ne peut pas être arrêté de loi qui exclut d'autres Congolais ou d'autres Congolaises à cause de leur appartenance soit tribale
ethnique ou politique. Malheureusement, dans notre processus, nous constatons qu'il y a un nombre important de Congolais qui sont aujourd'hui écartés, évincés du processus. Vous avez suivi notamment qu'on ne pourra plus enrôler les Congolais de la diaspora. Donc c'est une exclusion qui porte atteinte. Mais là-dessus, il y a eu quand même beaucoup de contraintes que le président de la CENI a eu à présenter, notamment le coût, le temps que ça pourrait prendre, qui pourrait peut-être, dans une certaine mesure, influer sur, je vais dire, le glissement, permettez-moi le terme, du processus, alors que nous sommes butés au temps. Si on veut enrôler ceux de la diaspora, vous ne trouvez pas qu'on on veut une chose et son contraire? Non, 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 on ne peut pas dire qu'on veut une chose et son contraire. Pourquoi? Parce que la programmation du calendrier, dans le calendrier tel que publié le 5 novembre 2017, la CENI avait déjà prévu plus de 30 jours dans le calendrier pour accomplir les opérations d'enrôlement des Congolais de l'étranger. C'est vrai que la CENI, pour y parvenir, avait besoin ou a besoin de soutien du gouvernement, notamment de mettre à sa disposition des installations diplomatiques de la RDC à l'étranger ou consulaires. Faciliter la CENI à pouvoir connaître qui sont Congolais et qui ne le sont pas, pour éviter qu'on enrôle ceux qui ne sont pas Congolais. Bon, tout ça, c'est le gouvernement qui aurait dû prendre des dispositions pour mettre au point. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais aussi, il y a des moyens. Effectivement, ça s'engage beaucoup de moyens que la CENI n'a pas aujourd'hui, parce que nous savons que sur les billets qui devaient être alloués à la CENI, à ce jour, le taux d'exécution est de 35%, selon le dernier rapport de la CENI. Donc, c'est vraiment faible par rapport à ce que le gouvernement devait faire. Donc cela ne nous empêche pas de dire qu'il y a eu violation des droits des Congolais de la diaspora, parce que, comme je l'ai rappelé, tous les Congolais ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils ont aussi le droit de participer à l'élection de leurs dirigeants, même s'ils vivent à l'étranger. Mais il y a un autre volet de violation des droits liés au processus lui-même. J'ai dit que le processus doit être transparent, inclusif ou ouvert à tous. Ça veut dire qu'aucun des Congolais ne peut être écarté. J'ai déjà donné l'exemple de Congolais de la diaspora qui sont exclus. Ça, c'est déjà une violation. Il faut la dénoncer. Mais il y a des leaders politiques, certains leaders politiques ou des Congolais qui sont menacés, qui ont été menacés de quitter le pays pour des raisons politiques, qui ne peuvent pas revenir aujourd'hui, s'inscrire aussi dans entre autres, on connaît déjà la chanson Moïse Katumbi. Oui, ce n'est pas une chanson, mais ce sont des faits. Entre autres, parce que c'est pratiquement... Il y a Moïse Katumbi, et dans la suite de Moïse Katumbi, tous ceux qui ont eu à les soutenir, qui ont été menacés, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi ou pour des faits, évidemment, voilà, d'infraction de droit commun, oui, que vous défendez. Non, non, c'est-à-dire que lorsque ces faits sont totalement habillés de manière à les légaliser, alors que dans les fonds, on sait que c'est des faits d'inspiration politique. À ce moment-là, on porte atteinte à l'intégrité du processus, à son inclusivité. Ce n'est plus un processus ouvert et il n'est plus démocratique. Parce que lorsque vous prenez des mesures politiques allant dans le sens d'écarter les autres, le processus lui-même n'est plus démocratique et là, c'est contre les droits. Et comment voyez-vous l'issue de ce processus? Alors, l'issue lui-même est hypothétique. D'autant plus que vous avez suivi dernièrement, monsieur le président de la CENI, intervenant sur RFI, tenir des propos qui ont choqué, qui nous ont aussi choqués. Qui vous ont choqué, vous? Oui, qui nous ont choqués en tant que citoyens. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal aussi. Oui, surtout défenseurs des droits de l'homme, nous qui veillons à ce que le processus soit démocratique. Et pour que le processus soit aussi démocratique, il doit inspirer la confiance aux parties prenantes, parce que ce n'est pas l'affaire de la CENI. La CENI, c'est comme un serviteur qui vient tout simplement aider les parties prenantes, à savoir les partis politiques de l'opposition,
de la majorité, parce que ce sont les deux parties les plus importantes, chacune d'elles tentant soit de conquérir le pouvoir pour l'exercer, ou les autres qui sont au pouvoir tentant de se maintenir au pouvoir, mais ça doit se faire de manière démocratique. Et la population qui doit venir départager ne doit pas être exclue. Mais dans la gestion du processus, on constate que le président de la CENI d'abord viole les lois de la République sur plusieurs choses. Il change automatiquement le contenu du calendrier en ce qui concerne les modalités de vote. Ce qui est prévu, c'est l'utilisation des bulletins papier qui doivent être imprimés, conditionnés, déployés pour que les citoyens choisissent leurs dirigeants. Il change d'un coup pour tenter d'introduire des machines à voter qui sont au centre de la controverse aujourd'hui, sans chercher au départ un consensus avec les parties prenantes. Parce que le processus doit être démocratique, ça veut dire qu'il faut privilégier les dialogues lorsqu'on veut changer les règles de jeu. Les règles ont été définies dès le départ le 5 novembre 2017, telles que les gens allaient voter sur base des bulletins. Lorsque vous réveillez, vous dites pour une raison Y et X, nous voudrons introduire un autre élément, il faut d'abord rechercher les consensus. Mettre tout le monde autour d'une table, expliquer pourquoi vous voudrez changer ces règles. Pas les faire de manière dont lui l'a fait aujourd'hui, allant même jusqu'à dire que lui est là tout simplement pour organiser les élections, mais pas pour construire la confiance dans les élections. C'est extrêmement grave. Donc, il est aujourd'hui, lui ainsi que son bureau, au centre de controverses parce que leurs faits et gestes contribuent à la violation des droits des autres parties prenantes au processus. Vous affirmez que l'issue du processus électoral est hypothétique. Est hypothétique et nous l'avons déjà sensibilisé par plusieurs courriers pour qu'il change. Tout ce que nous lui demandons, ce n'est pas qu'il y a d'autres Congolais qui veulent le remplacer. Nous ne sommes pas dans cette perception des choses, parce que ça risque de retarder le processus. Donc il n'y a pas élection, il n'y aura pas élection. Non, il doit y avoir des élections. Mais avec lui, en tant que... avec des recommandations par moment non faisables. Non, les recommandations, c'est pour améliorer. C'est pour l'améliorer parce que... Il y a même une forte pression quand même. Pensez-vous qu'avec toutes ces pressions, Corneille Nangaa sera en mesure d'organiser les élections le 23 décembre? Oui, ce sont des pressions. Si ce sont des pressions qui vont dans les partenaires financiers font de pression, tout ça. Oui, mais les partenaires, il faut regarder sur quoi portent les pressions. C'est notamment en ce qui concerne l'utilisation de machines à voter qui n'ont jamais été prévues dans les calendriers. Et là, M. Nangaa et ses collaborateurs sont dans une violation flagrante des lois de la République, sans oublier le fait qu'ils ont violé les élections au jour d'aujourd'hui restent hypothétiques. Ça, c'est l'avis de Maître Georges Kakiamba. Mais l'actualité également, c'est ce rapport qui a été déposé entre les mains du ministre de la Justice, Alexis Thombo Mwamba, par la ministre des Droits Humains, Marie-Ange Mushobekwa. Maître Georges, vous avez été membre de cette commission en âme et conscience. Est-ce que le travail s'est passé comme il se devait? D'abord, je voudrais profiter de votre télévision pour dire que je ne reconnais qu'un seul rapport, celui que nous avons élaboré, adopté consensuellement dans le cadre de la commission mixte. Et ce rapport a été publié le 10 mars, contresigné par Mme Marie-Ange Mushobekwa en tant que présidente de la commission et moi-même en tant que rapporteur de cette commission. Et cela, c'est conformément au règlement intérieur de la commission, parce que nous avons convenu qu'aucun rapport, aucun courrier adressé aux personnes extérieures ne peut être authentique si il n'est pas contresigné par nous deux. Mais dans le cas d'espèce, j'ai appris aussi par la voie des médias, comme tout le monde, que Mme Mushobekwa serait allée remettre au ministre Alexis Thombo Mwamba un rapport. Alors que ce rapport n'est jamais passé, notamment par mes mains. C'est comme ça que nous travaillons. Et voilà pourquoi on ne nous a pas vus à la cérémonie. Voilà, je ne pouvais pas y être parce que je n'étais pas associé. Donc il s'agit d'un rapport qui n'engage que le gouvernement, à travers son ministère,
des droits humains, ce n'est pas un rapport consensuel, c'est-à-dire le gouvernement, société civile, nous les ONG, qui avons été aussi partie prenante. Mais par rapport... Je déplore d'ailleurs cette démarche-là, qui ne contribue pas d'abord à renforcer la confiance entre notre partenaire gouvernement et nous, mais aussi qui dessert même les intérêts des victimes qui attendaient beaucoup de ces rapports. Parce que je suis sûr, je ne l'ai pas encore lu parce que nous n'avons pas de copie, qui ne contiendrait pas... Il y a eu 3 exemplaires, je crois. Ah, il n'y a eu que 3 exemplaires, mais ça ne peut pas se faire comme ça. Un qui sera renvoyé à l'auditeur général, un autre au procureur général, voilà. Et un autre qui a été remis au ministère de la Justice. Là, c'est en violation d'ailleurs des droits des participants, mais aussi des victimes. Les victimes ont le droit de connaître le contenu du rapport, doivent savoir ce qui est écrit, et c'est un des instruments de leur propre plaidoyer. Donc, mais la MONUSCO était aussi représentée, Maître Georges. Je me rappelle, la MONUSCO était présente. À quel jeu joue-t-elle? Est-ce que les représentants de la MONUSCO étaient là? Justement, oui. Oui, bon, d'abord, je voudrais préciser que la MONUSCO n'était pas, à proprement parler, une des parties prenantes. C'était un rapport, une commission mixte regroupant les représentants du gouvernement, qui s'était organisé pour qu'il y ait ceux qui viennent des différentes institutions, Commission nationale, le ministère de la Justice, et ministère des droits humains et la société civile. La CNDH aussi était représentée. Oui, qui fait partie des institutions, donc c'est dans la fourchette des représentants de l'État. Donc, il y a eu sûrement une démarche non loyale qui doit avoir été organisé pour que pareil rapport puisse... Et c'est un rapport, vous verrez, je suis sûr que ce n'est pas un rapport rigoureux. Ça doit être un document, un rapport complaisant, totalement complaisant. On vous a écarté? Non, c'est-à-dire ils se sont organisés pour le faire en catimini. C'est un rapport élaboré totalement en catimini. C'est pour cela que j'ai dit que ça doit être un rapport totalement complaisant, parce que pour d'abord adopter les premiers, on a dû mettre plus de 2 jours pour trouver un consensus. Sûrement que notre présence allait les empêcher d'adopter le rapport avec le contenu qu'il est aujourd'hui, qui est totalement défavorable aux intérêts des victimes. Maître Georges, vous connaissant trop tranchant, certaines bouches ont estimé, ont mal vu votre participation à la première commission. Ils ont dit, mais comment Maître Georges peut aller s'associer avec les membres du gouvernement? Nous avons voulu mettre le gouvernement devant ses responsabilités, essayer de jauger son degré de bonne foi, c'est-à-dire sa capacité à travailler avec nous les ONG de défense des droits de l'homme dans la transparence, mais aussi dans la rigueur. Ça a été ça notre démarche, parce que nous devons aussi contribuer à la résolution de certains problèmes dans notre pays. Et tout le temps, dans le passé, ils nous reprochaient de nous mettre toujours à distance et de ne pas accepter de trouver des interfaces pour travailler en commun. Vous savez, la première fois, nous avons accepté de participer aux travaux de la CENCO pour discuter avec les membres du gouvernement, de la mouvance présidentielle, sur des solutions qui s'imposaient. C'est comme ça que nous avons trouvé un consensus extraordinaire, appelé aujourd'hui l'accord de la Saint-Sylvestre, qui, s'il était appliqué, notre pays serait déjà sorti de la crise, mais ils l'ont encore bloqué. Et deuxième occasion, c'était la commission mixte. Le premier rapport, le plus important d'ailleurs, je m'imagine que c'est l'unique, parce que l'autre là a été adopté en catimini. Nous ne sommes pas au courant. Ce rapport a établi 19 recommandations. Sur les 19 recommandations, il y en a 2 qui sont adressées aux organisations de la société civile, notamment sensibiliser les membres des partis politiques, la population sur l'abandon ou le rejet de la culture de la violence. Et puis, il y a 19. Dans les 19, il y a, non, 17 plutôt, 16 qui concernent fondamentalement les gouvernements
L'autre recommandation, la 18e, c'était pour la prise en charge des victimes, prise en charge médicale. Bon, vous allez constater que en dehors de la prise en charge médicale des victimes, personnes qui étaient blessées, les 17 autres sont mises au tiroir. Notamment la levée de la mesure illégale et inconstitutionnelle interdisant les manifestations et réunions publiques. Mais ça a été fait, Maître Georges. Non, ça n'a pas été fait. Non, Ensemble s'est réuni, Félix s'est réuni. Et quand même, il faut quand même avouer que de ces côtés-là, il y a quand même même si vous pouvez les qualifier des minimes, mais il y a eu quand même des avancées. Non, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on veut évaluer la mise en œuvre d'une recommandation, il faut prendre la proportion en pourcentage par rapport au nombre de cas enregistrés. Là, il n'y a eu que les meetings de l'IDPS qu'ils ont laissé subtilement s'organiser parce qu'ils avaient un agenda diplomatique. Au lendemain de ces meetings, il y avait une rencontre en Angola. Il fallait trouver un argument diplomatique pour assurer les pays voisins. Et puis, il y a eu les meetings de l'ensemble. Mais quand vous prenez en dehors de ces deux-là, la répression qui s'est caractérisée, réalisée à travers des provinces, où on empêche quelqu'un comme le député Kungwa Kumwanza d'aller par exemple à Sakanya, d'aller à Kolwezi, d'organiser des réunions même dans des endroits fermés. Ici à Ndili, vous savez que le gouverneur de la ville a interdit à plusieurs reprises des rencontres même dans des salles fermées au même groupement de partis politiques de l'opposition. Donc, lorsque vous prenez le nombre de cas d'interdiction illégale des activités de l'opposition par rapport aux deux autorisations, vous vous rendez compte que sur la balance, elle penche plus du côté des violations que du côté des actes d'encouragement. Voilà pourquoi nous disons que le processus n'est pas un processus ouvert, n'est pas démocratique. Ceux qui sont au pouvoir cherchent à tout prix à utiliser leur position pour maximiser davantage leur réussite aux prochaines élections. Et il y a danger que nous puissions assister à une farce électorale au lieu d'être une occasion de joie pour que les Congolais se choisissent de nouveaux dirigeants. Mais il faut avouer quand même que pendant que vous parlez de la farce, certaines personnes, certaines forces politiques sont en train de se préparer. Ils doivent se préparer. Est-ce que vous allez crier au lendemain du 23 décembre, encore une fois de plus, violation, violation, lorsque les uns se seraient présentés aux urnes et que les autres auront délibérément refusé de se présenter devant les urnes? Ce que nous faisons, d'ailleurs, c'est pour cela que je vous félicite, parce que ce que nous faisons ici, c'est contribuer à l'amélioration de la situation. Nous sommes à 6 mois de 3 scrutins en décembre. Nous pensons que ce que nous évoquons comme problème doit être vite résolu. Ce que nous demandons au président Nanga et son équipe, c'est d'être réellement indépendant, neutre, de prendre des mesures qui vont davantage créer de la confiance dans les processus, de ne pas se considérer comme adversaire aux partis politiques ou à la société civile, contrairement au discours que nous attendons, de respecter les lois, de considérer que le recours aux machines à voter est une violation du calendrier déjà, mais aussi ça a créé une controverse qui pollue aujourd'hui le climat politique de préparation même des élections, et il doit abandonner parce qu'il n'y a jamais eu de consensus avec les autres. D'être davantage transparent, réactiver les cadres de concertation avec toutes les parties prenantes pour discuter de la manière dont les choses évoluent et d'autres décisions. Et puis du côté du gouvernement, tout ce que nous demandons, c'est de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir utilisation abusive des services de sécurité, la police, pour limiter l'exercice des activités de membres de l'opposition qui veulent concourir au même poste qu'eux-mêmes. Il faudrait que les gens gagnent à la suite de l'exercice équitable des mêmes activités, dans les mêmes conditions, et avoir aussi un accès équitable aux médias de l'État. Si les choses se font de cette manière, je pense qu'il n'y aura pas de contestation après les résultats
des élections du 23. En tout cas, s'ils ne le font pas c'est comme le ça, vœu. mais surtout respecter aussi le volet de la décrispation, c'est très important. Moi, je ne peux pas m'imaginer ou concevoir qu'un dirigeant politique, ministre ou je ne sais pas de quel niveau peut-il être, puisse s'opposer à la mise en œuvre de mesures qui sont pourtant nécessaires pour la réconciliation des Congolais. Il faut libérer tous ces prisonniers politiques, les Diomin Dongala, Diongo, Mouyambo, pour ne citer que ceux-là. Faciliter à Moïse Katumbi de revenir au pays en lui octroyant un passeport. Comme ils l'ont fait, nous sommes contents de constater qu'ils ont octroyé au sénateur Jean-Pierre Bemba un passeport, ce qui va lui permettre de revenir au pays. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que, tout en nous félicitant de différents regroupements politiques qui naissent à gauche et à droite, ce qui constitue de bonnes stratégies électorales pour les uns et les autres, mais nous insistons sur le fait qu'aujourd'hui, avec le Front des Congolais ou le Front commun pour les Congolais, le FCC, doit aussi fonctionner en respectant les règles de notre pays, c'est-à-dire la transparence. Comme ce front est constitué fondamentalement des membres du gouvernement, de ceux qui sont dans les institutions de l'État, ils doivent respecter les biens de l'État, faire la différence entre des biens personnels et les biens de l'État, et ne pas toujours utiliser, par exemple, des véhicules de l'État pour aller participer aux réunions des FCC, parce que ça constitue un détournement des biens de l'État. Ni moins encore utiliser l'argent de l'État pour renflouer les caisses. Vous avez des preuves en affirmant tout ça? Non, nous anticipons. Nous anticipons. Notre travail, c'est de faire les plaidoyers, les sensibiliser pour qu'ils se comportent en de bons dirigeants démocrates qui respectent, qui font la différence entre les biens privés et les biens publics. C'est l'organisation, c'est leur organisation qui est en train de faire peur à certains organismes, à certains partis politiques. Ils sont organisés et ils s'organisent en conséquence. Et oui, ils doivent s'organiser, mais nous avons d'abord constaté que le jour de l'annonce des FCC, c'était à l'occasion d'une réunion dite publique, étatique, parce que c'était à l'occasion d'un conseil des ministres. Logiquement, ils n'auraient pas dû aller traiter lors d'un conseil des ministres qui est une activité gouvernementale publique pour laquelle les moyens de l'État ont été mobilisés, aller traiter de leurs questions d'ordre privé. Ça, c'est inacceptable et nous sommes en train de travailler, la CAGE avec d'autres organisations, pour faire maintenant l'observation du respect des biens publics lors de prochaines campagnes. Recommandations qui ne sont souvent pas respectées au finish. Il n'y a pas de problème. Ça ne nous fatigue pas. Ça ne nous fatigue pas, mais nous disons tout simplement que l'histoire finit par rattraper ceux qui pensent, qui se croient être tout forts. Regardez dans d'autres pays africains. Nous sommes l'unique pays aujourd'hui qui offrons toujours l'image d'une désolation par rapport à l'organisation de nos élections. Il y a eu élections au Libéria, Sierra Leone, dans beaucoup de pays, Angola. On n'a jamais vécu ce genre de choses, notamment des dédoublements des partis politiques. Donc nous offrons toujours ce genre de mauvaises expériences et nous humilions notre peuple, nous humilions, nous ridiculisons notre pays. Donc les dirigeants doivent prendre des dispositions pour faire la différence entre les biens privés et les biens personnels. Vous voudrez, monsieur, madame, vous voudrez aller participer à une réunion de votre parti politique ou de votre regroupement politique, FCC ou je ne sais pas quoi, vous êtes mandataire de l'État, ministre, n'utilisez pas les véhicules de l'État. Prenez votre propre véhicule pour aller à ce genre d'activité. Espérons que le message... Et n'utilisez pas les bureaux de l'État pour organiser vos propres réunions privées. Merci beaucoup, Maître Georges, de nous avoir accordé de votre temps. C'est moi qui vous remercie.